Bonjour à tous. Merci d'être venus voir ma présentation sur la documentation. Je suis étonné qu'il y ait autant de monde, comme quoi on a des préjugés sur la doc. Et donc ma présentation se nomme «La doc va bien, ne t'en fais pas». Je ne sais pas si vous avez déjà pu le constater, mais ayant pu travailler sur plusieurs projets dans ma carrière, quand on va regarder un petit peu la documentation qu'il peut y avoir sur nos projets, on se rend compte souvent qu'elle n'a pas forcément la même structure. Elle n'est pas organisée de la même manière, on ne retrouve pas les mêmes parties et des fois même pas les mêmes informations. Et vous avez peut-être déjà pu aussi assister à des réunions de restructuration de la documentation. Les gens ils trouvent pas les informations et donc vous vous mettez autour d'une table pour essayer de travailler là-dessus. Et chacun a son point de vue aussi. Et donc partant de ce constat, je me suis demandé s'il n'existait pas un template, tout simplement, un template de référence qui permet de structurer sa documentation. Donc ce serait une structure prête à remplir, adaptable à tout projet. Et donc j'ai fait des recherches et je suis tombé sur Arc42. Donc Arc42, c'est quoi? C'est un template de documentation. Il est open source, ça a été créé par deux Allemands, Gernot Stark et Peter Ruschka, il y a une dizaine d'années. Donc c'est pas quelque chose qui vient de sortir. Et il permet de décrire une architecture logicielle. Donc c'est vraiment orienté très technique sur la documentation produite. Donc quand vous allez sur le site, il est disponible sous plein de formats différents. Vous pouvez avoir directement les fichiers Word, les fichiers LaTeX, etc. ou du Markdown. Mais en tout cas, le source qu'ils proposent sur leur GitHub, c'est de l'ASCII-Doc. Donc l'ASCII-Doc, c'est comme du Markdown. Et avec de l'ASCII-Doc, on va pouvoir faire de la documentation as code. Donc ça, personnellement, je préfère la documentation as code, ne serait-ce que pour avoir la partie versionning de notre documentation et pouvoir aussi l'inclure dans nos merge requests ou nos pull requests et un peu commenter comme on le fait sur du code, donner un peu son point de vue et corriger la documentation avec nos pairs. L'autre avantage aussi de la documentation as code, c'est qu'on va pouvoir générer notre documentation sous plein de formats différents. Et donc, c'est quand même plus sympa. Donc je passe rapidement, j'ai fait un gros zoom sur le GitHub de Arc42 pour que vous voyez concrètement ce qu'il y a. Donc déjà, il est disponible sous plein de formats différents, plein de langues différentes. Et donc, c'est des fichiers ad hoc, ASCII-Doc. Et donc là, on voit il y a 12 parties, et puis après un peu de conf, c'est pas grand-chose. Mais on a 12 parties à remplir, et ça va nous guider, le template va nous guider là-dessus. Donc chaque partie est composée de 3 sous-parties, on va dire. Et la première, donc, c'est qu'est-ce qu'il faut documenter. Donc dans la première partie, on va être guidé sur le contenu. Ensuite, on va être guidé un peu sur la motivation. Pourquoi documenter cette partie-là et aussi pour qui la documenter. Et enfin, la représentation, c'est comment documenter. Ils vont nous dire concrètement, là, on fait un diagramme. Là, c'est mieux de présenter en mode liste à puces ou en mode tableau ou certains types de diagrammes, etc. Donc voilà, on est vraiment très guidé sur l'écriture de ce template. Et donc, durant ce talk, ce que je vous propose, c'est d'appliquer ce template sur un projet fictif. Donc, on va le faire vraiment de manière très simple. Et pour nous aider et aller un peu plus loin et faciliter aussi l'écriture de cette documentation, je vais aussi vous présenter tout un tas d'outils qui permettent de générer de la documentation à partir de votre code ou de votre base de données, etc. Donc je me présente, je m'appelle Damien Lucas, je suis tech lead architecte en fonction des projets sur lesquels j'interviens chez OnePoint à Bordeaux. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis chez OnePoint. Et j'aime beaucoup la documentation, c'est pour ça que j'ai fait ce talk. Je vous mets mon GitHub, je le remettrai aussi à la fin. Vous retrouverez toutes les slides. Vous retrouverez aussi un récap de tous les outils évoqués parce que vous allez voir qu'il y en a un petit peu. Et aussi comment utiliser les outils. Des fois, je vais passer un peu vite là-dessus, mais vous inquiétez pas, il y aura tout sur mon repo qui est déjà ouvert. Vous pouvez aller dessus. Donc, je vous ai dit, on va documenter un projet fictif. Donc là, j'ai pris une architecture très standard. On a une IHM qui communique avec une API REST via un contrat d'interface. Et notre API, elle a une base de données. J'ai pris le thème de Devoxx cette année et donc c'est une application de billetterie pour acheter des places au JO 2024. Donc il serait clairement trop long d'appliquer le template. Donc vous allez voir, on va aller au plus simple, on va aller à l'essentiel.
mais c'est pour un peu vous montrer à quoi ça ressemble et que derrière, vous puissiez aller l'utiliser par vous-même. Je ne vais pas non plus détailler l'installation des outils, mais ne vous inquiétez pas, ils sont très simples à utiliser, ils sont bien documentés, il y a une CLI à chaque fois, que ce soit vous-même, ils sont dispo certains en image Docker, et donc vous pouvez les intégrer dans votre CI. Donc voilà. Donc première partie, c'est introduction et objectifs. Dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est vraiment les objectifs et le contexte du projet. Donc c'est vraiment la vue très haut niveau du projet. On reste très vue macro. On va détailler les grandes fonctionnalités. Donc là, pour notre application fictive, on va dire, elle permet d'acheter des places pour les JO et permet de télécharger les billets achetés. Donc là, on est sur des cas très simples. Dans cette partie, on va aussi mettre les liens sur la documentation existante. Donc vous allez recenser. Donc par exemple, vous pouvez mettre les liens sur vos maquettes, vous pouvez mettre les liens sur vos spécifications fonctionnelles ou la documentation de référence de l'API REST. Là-dessus, je vais vous présenter un premier logiciel, enfin un premier outil. Et ça tombe bien parce que mon API REST, elle a un contrat d'interface au format OpenAPI Spec. Alors il y a plein de contrats d'interface, il y a du Blueprint, il y a du RAML, etc. Il y en a encore plein d'autres. OpenAPI, c'est quand même une spécification qui est assez populaire. C'est pour ça que je l'ai choisi. Comment on peut l'exploiter? Donc quand on a notre contrat d'interface, on va pouvoir générer de l'ASCII-Doc. Donc là, c'est sympa, j'ai mon template ASCII-Doc, je vais pouvoir intégrer d'autres fichiers ASCII-Doc dedans. Donc l'outil, un des rares outils qui permet de le faire, c'est OpenAPI Generator. Je ne vais pas vous montrer à quoi ça ressemble parce que ce n'est pas forcément joli à mon goût, mais il y a des manières plus sympas d'exploiter un OpenAPI spécification, c'est de générer des sites statiques. Donc ça, je vais reciter OpenAPI Generator qui permet de le faire, et vous pouvez aller voir dessus, OpenAPI Generator, il permet de faire beaucoup plus de choses, enfin d'exploiter votre contrat interface de manière plus détaillée. Et je vais aussi parler de Redoc, parce que l'interface, je trouve que l'interface est sympa, et aussi parce que, je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui utilisent IntelliJ, il est intégré nativement dedans. Quand vous ouvrez un fichier, un contrat interface au format OpenAPI Spec, vous avez une jolie interface Redoc dedans, qui s'ouvre maintenant dans IntelliJ. Donc il y en a encore plein d'autres. Je vais aussi évoquer Swagger UI un peu parce que c'est un truc qu'on a pu voir assez souvent sur les projets. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, est-ce que vous voyez ça? Alors je vais zoomer un peu peut-être. Ouais, voilà. Donc quand on a un contrat d'interface, donc on va avoir le détail de nos endpoints, etc. Et donc là, OpenAPI Generator, il va générer ça. Donc là, si je prends par exemple ce endpoint, donc on va voir qu'on a un endpoint qui permet de gérer nos événements. Donc là, on a de la recherche d'événements. On va retrouver nos différents codes retour HTTP, on va retrouver qu'est-ce qu'il a besoin en entrée, mon endpoint, qu'est-ce qu'il a besoin en sortie, etc. Donc ça, c'est assez classique. Je vous montre ce que ça donne avec Redoc. Donc Redoc, il y a 3 panneaux. Voilà. Personnellement, je préfère un peu plus l'interface. On va retrouver exactement, ça s'est basé sur la même source, et on a produit ces deux sites statiques de la même manière. Et donc là, vous allez voir, c'est un peu présenté différemment, mais en tout cas, on a documenté notre API assez facilement et de manière plutôt sympa. Donc ça, vous allez me dire, OK, il faut quand même qu'il y ait des informations dans votre contrat d'interface. Donc là, je ne vais pas détailler ce que c'est l'OpenAPI spécification ou même les autres specs. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir la documentation et justement d'apporter plus de contenu dans vos contrats d'interface, de bien documenter vos endpoints, documenter les codes retour HTTP, qu'est-ce qu'il y a besoin d'en entrer, etc. Et plus vous allez mettre d'infos, et plus d'infos vont être exploitées via ces outils-là. Donc si vous n'avez pas de contrat d'interface, il est possible de le générer à partir de code. Donc il y a des outils il y a encore des outils qui existent venant du monde Java Spring principalement. J'évoquerai Spring Doc qui permet de faire ça. Donc il va scanner vos contrôleurs, tout votre code en fait, et il va être capable de générer un contrat d'interface au format OpenAPI Spec. Et comme vous l'aurez compris, on va pouvoir générer ensuite ces choses-là. Donc c'est pas spécifique à Java, vous pouvez le faire dans n'importe quel langage, .NET ou autre, du Node.js, etc. Il y a des outils qui existent qui fait de l'analyse statique de code et qui vous génèrent des contrats d'interface.
Et si vous n'avez pas d'API REST, on va retomber sur de la bonne vieille Javadoc, de la JSDoc ou ce genre de choses. J'évoquerai aussi ASCII-Doclet. C'est Javadoc avec de la syntaxe ASCII-Doc. Donc là, on va un petit peu apporter de la richesse et de la lisibilité à notre Javadoc, qui n'est pas forcément très sexy, on va dire, à écrire. Voilà. Attention, je ne dis pas qu'il faut documenter, qu'il faut utiliser de la Javadoc ou quoi. Ça, c'est vraiment, il y a deux mondes hein, dans notre métier de dev, on va dire. Ceux qui aiment bien le faire, mais d'autres qui vont vous dire que vous allez poler votre code en mettant un peu de métier ou de documentation dedans. Ça, c'est à vous de voir avec votre équipe, mais sachez que vous pouvez derrière exploiter aussi de la Javadoc et ressortir ce type d'infos. Donc là, on était sur la première partie du template. La deuxième partie, c'est les contraintes d'architecture. Les contraintes d'architecture, dans cette partie, on va retrouver les contraintes techniques et organisationnelles, et on va aussi avoir les conventions qu'il y a sur votre projet. Donc les contraintes et conventions, par exemple, je vous ai mis d'exemple, l'application doit être compatible Firefox, Edge, Chrome, pourquoi pas, c'est le client qui va vous l'imposer. L'application doit être déployée sur un serveur Tomcat. Là aussi, on est sur des contraintes que va vous donner votre client. Il a un partenariat avec un éditeur, vous êtes obligé d'utiliser l'éditeur. Recensez ces informations-là pour ne pas les perdre et parce que derrière, c'est considéré comme une contrainte dans vos choix d'archi. Et donc, je vous l'ai dit, on peut mettre aussi les conventions de code, enfin les conventions, et donc convention de code, convention de nommage, de commit, c'est ici qu'on va mettre ça. Ça ne remplace pas le guide du nouvel arrivant, mais en tout cas, c'est intéressant de donner ça aux nouveaux arrivants parce que dès le début, on va pouvoir voir un peu c'est quoi les conventions sur... tout se retrouve au même endroit et qu'est-ce qu'il y a sur votre projet, quoi. La partie 3, contexte et périmètre. On va retrouver le contexte et périmètre du système. Donc on va voir notre application comme un système et on va voir les interfaces externes aussi à ce système. Donc on est sur une vue très macro. Le template conseille de le représenter via un diagramme de contexte système. Et généralement, c'est le genre de diagramme qui est compréhensible par les non-techniciens. Parce qu'on est vraiment en vue grosse boîte et comment mon système interagit avec les différents systèmes externes. Donc comment on fait des diagrammes? Alors j'ai cité du Visio, du Draw.io, il y en a encore plein. Selon moi, il y a des inconvénients à utiliser ces outils. Et je reviens à ce que je vous ai dit sur la doc Ascode, les diagrammes, je ne sais pas si vous connaissez les diagrammes Ascode, mais en tout cas, on peut les versionner, mais on ne va pas pouvoir faire de la merge request ou de la review, en tout cas, sur ces schémas, sauf de se l'envoyer par mail ou par Teams, et puis ensuite se dire « OK, c'est OK pour moi, machin ». C'est pour ça que je vais vous présenter ces 4 modèles, qui est plus orienté, alors selon le créateur Simon Brown, il appelle ça du modèle Ascode. Mais derrière, on va pouvoir l'écrire en diagramme Ascode. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais on va coder notre diagramme. Et de la même manière, on va pouvoir faire de la review dessus, ou de la merge request, etc. Donc ces 4, pourquoi ces 4? Ça permet de représenter un système sous plusieurs niveaux d'abstraction, 4 niveaux d'abstraction. Et donc, je ne vais pas le détailler maintenant, les 4 niveaux d'abstraction. Je vais vous détailler le premier. Et comme vous l'aurez compris, ça est la vue contexte du système. Et donc, ça ressemble à ça. Donc là, on a notre vue. Donc en bleu, on a notre système de billetterie. Donc il interagit avec le client. Et ensuite, en gris, on a nos systèmes externes. Et donc là, on voit, OK, en fait, notre système, il dépend d'un système de paiement et d'un système de messagerie qui enverra le mail au client. Donc, vraiment vue très macro. Donc je vous ai parlé de diagramme Ascode. Ça ressemble à ça. Donc là, on va retrouver, c'est écrit en plante UML. Et donc on a la personne. On retrouve nos différents systèmes. Donc ça, c'est les 4 lignes du dessus là, qui sont regroupées. Donc on décrit nos boîtes. Et ensuite, on décrit les relations entre nos boîtes. Donc voilà. Donc ça s'écrit très simplement. Plante UML, c'est quand même assez connu. C'est hyper bien intégré dans nos IDE, j'en reparlerai, je ferai un comparatif avec Mermaid tout à l'heure, mais voilà, c'est assez bien utilisé, mais pas autant que Mermaid. Intégré, pardon, mais pas autant que Mermaid. Partie 4, donc stratégie de solution. Dedans, on va avoir les décisions fondamentales façonnant l'architecture du système. Donc là, c'est un exemple un peu bateau, mais on va avoir une contrainte, on va avoir un problème auquel il va falloir répondre.
Typiquement, sur notre billetterie, quand on va ouvrir les places pour les billets, tout le monde va se jeter dessus. On risque d'avoir un fort trafic sur le site. Et donc, on va prendre une décision fondamentale sur notre système, qui est de mettre en place une file d'attente d'achat, par exemple. Donc là, on va les recenser encore une fois. Il dit juste de le faire de manière très en liste à puces quoi, ou tableau, mais de mettre un lien vers l'étude un peu plus complète. Mais d'un seul coup d'œil, on va pouvoir voir un peu les choix qui ont été faits sur l'architecture. Partie 5 sur la vue en boîte. Donc là, on retrouve la décomposition du système en boîte avec plusieurs niveaux d'abstraction. Et donc là, ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur C4, et c'est maintenant qu'on va aborder les 3 autres parties. Donc le schéma, il est illisible, et j'en ai bien conscience, hein, je vous rassure, mais c'est récupéré du site donc, de C4. C'est quelque chose qu'on revoit souvent. Donc là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la partie contexte, on le voit ici. Et l'idée de C4, c'est d'avoir ces 4 niveaux-là d'abstraction. On va avoir notre vue contexte, et quand on va zoomer dans notre système, on va avoir la vue conteneur. Donc pas conteneur au sens Docker, conteneur au sens unité déployable, donc ça peut être un conteneur Docker, hein. Mais sinon on peut retrouver notre base de données ou autre. Quand on va zoomer sur un conteneur, on va avoir une vue composant. Donc là, on va par exemple avoir un petit peu ça, on va voir un petit peu l'intérieur du code, on va voir nos contrôleurs, comment ça interagit avec nos services, avec nos repositories ou ce genre de choses. Et enfin, le dernier qui est plus connu, les diagrammes de classe. Donc là, on est plus au niveau code. Généralement, on travaille plutôt avec les 3 premiers niveaux pour garder un peu de hauteur. Et la dernière partie, elle est moins utilisée, on va dire, la vue code. Alors, il y a 2 soucis liés quand on utilise ça. Donc, il y a un premier souci lié à C4 et un deuxième souci lié au diagramme ASCODE. La première problématique C4, c'est qu'en fait, on a de la redondance d'informations. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai montré comment je l'ai écrit en PlantUML ici. On fait exactement la même chose. On va réécrire un fichier PlantUML pour décrire cette vue conteneur, et la même chose pour composants. Mais là, vous avez vu, mes systèmes externes, je les ai 3 fois. Et donc concrètement, dans mes fichiers, je vais avoir de la redondance d'infos, et si demain je change de système externe, ça va impacter tous mes fichiers. Donc ça, la première problématique de C4, c'est vraiment la redondance d'infos. La deuxième, et c'est là où il y en a, ils préfèrent utiliser Droyo par exemple, c'est que quand on a trop de boîtes à afficher, parce qu'on arrive sur un niveau d'abstraction qui est que vous avez un énorme monolithe, ou vous avez une énorme application, mais il y a beaucoup de boîtes. Vous aimeriez, souvent c'est de l'auto-layout, hein, ça s'affiche automatiquement, hein, les boîtes, et du coup vous aimeriez les mettre, et là on rentre pour ceux qui connaissent C4, on rentre dans un jeu de positionnement de layout, et en fait c'est hyper chiant. Donc c'est pas forcément lié à C4, hein, mais beaucoup de boîtes. Et donc, avec ces 2 problématiques, je vais vous parler de Structurizer. Donc Structurizer, ça a été également créé par Simon Brown, le créateur de C4, et ça répond à ces 2 problématiques. Donc Structurizer, c'est quoi? C'est un DSL, un Domain Specific Language, qui ressemble à ça. Donc on va définir un workspace qui est notre projet, et dans ce workspace, on va définir notre modèle et notre view. Donc le modèle, ça va être nos boîtes. Les views, c'est qu'est-ce que je veux voir de mon modèle. Je vais décrire exactement ce que je veux voir du modèle. Donc là, j'ai fait un exemple vraiment plutôt simple. Le modèle, donc là, je commence à définir mes boîtes. Donc j'ai ma boîte client de tout à l'heure. J'ai ma boîte système de billetterie, qui est un software system. Donc ça, c'était ma boîte bleue. Dans la boîte bleue, je joue les accolades, et donc là, je vais définir mes containers. Dans mes containers, je vais pouvoir définir mes composants, etc. Donc on définit ça. On définit aussi les relations entre nos boîtes. Et côté vue, on va dire, OK, dans ce que je t'ai décrit dans mon modèle, moi, je veux que tu me sortes le diagramme système contexte, le diagramme container. Là, on fait un include étoile pour dire montre-moi tout. Et donc, je vais vous faire une petite démo de cet outil. Donc là, je l'ai écrit, il est bien touffu, hein, j'en ai conscience. Alors, je vais peut-être zoomer un peu plus, ou si c'est pas la peine. Pas la peine. Donc là, vous avez vu, j'ai déclaré. Donc là, j'ai mes grosses boîtes. Hein, j'ai la personne, j'ai mes 2 systèmes externes. Ici, j'ai mon système de billetterie. On voit que c'est un briquet. Je décris vraiment l'intérieur à chaque fois. Là, et je décris mes relations. Donc ça, donc là, je vais faire un render. Et vous avez vu, c'est
c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Donc ça a été généré. Je n'ai pas écrit de plante UML comme je vous l'ai montré, ça a été généré parce que j'ai écrit à gauche. L'autre, ça je le cache. Donc je vous ai parlé des vues. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs vues qui ont été, que j'ai voulu déclarer. Donc la vue container, la vue component, c'est les vues qu'on retrouve ici. Et donc là, si je clique sur container, alors là c'est moche parce que j'ai pas mis d'auto layout justement, enfin, juste en dessous là, j'ai pas mis d'auto layout. Donc là je lui dis OK, fais-moi de l'auto layout. Et donc là, vu qu'il n'y a pas d'auto layout, je vais pouvoir bouger mes boîtes, les mettre comme je veux. Lui derrière, il a des métadonnées qui permettent de sauvegarder comment vous avez, enfin l'image quoi de ce que vous avez voulu faire. Et on a la vue aussi composant, etc. Donc là, vous avez vu, mon système externe, je l'ai défini qu'une seule fois. Je l'ai défini, par exemple, on va prendre celui-là, le mail. Je l'ai défini ici, et derrière, j'utilise dans mes différentes relations, et j'ai pu générer 3 diagrammes. Et donc là, on a répondu au premier problème que je vous ai cité, on n'a plus de redondance d'informations. Le deuxième problème, c'était la partie j'ai trop de boîtes à afficher. Et donc, quand je veux faire une étude d'impact, ce genre de choses, ça devient illisible, et donc du coup, personne ne va aller voir votre diagramme. Et donc, Structurizer, il est aussi intéressant là-dessus, c'est que donc, quand on fait un include d'étoiles, il y a tout qui s'affiche. On va pouvoir lui énumérer exactement les boîtes qu'on veut voir, et donc lui, s'il y a des relations entre ces boîtes-là, il va nous les afficher. Mais il peut aller encore un peu plus loin, où on va pouvoir lui dire, bah, dis-moi tous les flux entrants sur ma base de données. Et donc là, si je fais ça, il va me générer ce diagramme-là. Donc là, vous pouvez imaginer de le faire sur n'importe quelle boîte. Hein. Et du coup, votre analyse d'impact sera beaucoup plus simple et vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne vais pas détailler toutes les fonctionnalités parce que ce n'est pas le but du talk. En plus, j'ai vu qu'il y avait un talk sur Structurizer et C4. Je ne sais pas si la personne est là, mais c'est intéressant. En tout cas, vous pouvez, une fois que vous avez ces diagrammes, vous pouvez exporter sous tout plein de formats, du plan UML, du C4 modèle, du Mermaid, du DOT, etc. Je vous invite aussi à aller voir d'autres représentations, Illograph et Web Sequence Diagram. C'est assez intéressant. Je fais un peu de teasing, mais c'est assez intéressant de voir comment une autre manière de représenter notre système. Mais voilà pour Structurizer. Et donc là, si je reviens un peu sur ma vue conteneur, une dernière fonctionnalité quand même qui est très sympa, c'est qu'en fait c'est aussi dynamique, c'est des diagrammes dynamiques. Ici vous voyez il y a une grosse loupe, on la voit aussi un petit peu en plus petit ici, une loupe que j'ai pas là, mais du coup là il nous dit ok en fait si tu double-cliques dessus, je vais pouvoir aller voir ce que tu as mis dedans parce que j'ai documenté. Donc vous voyez c'est dynamique, c'est très sympa. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais dire sur Structurizer. Une autre manière aussi d'afficher des diagrammes de composants en conteneur, c'est Compodoc. Donc là, la Compodoc, ça va être pour documenter des applications Angular, Stencil et Nest.js. Et vous allez voir le lien avec Structurizer et ces diagrammes-là. Alors, c'était créé par Vincent Globlinski en 2016. Là encore, j'ai vu qu'il faisait un talk vendredi. J'espère le croiser pour parler de ça. Mais il suffit donc, c'est très simple à utiliser, on ajoute une dépendance à notre projet, vous lancez une commande et il va vous générer ça. Alors, je vais rezoomer. Donc, il génère ça. Donc là, il va reprendre le README de votre application. Et donc, ce qui est intéressant déjà, c'est d'avoir la partie diagramme. Donc là, on n'est pas sur du diagramme de composants ou du diagramme conteneur. On est un petit peu à cheval sur les deux, enfin, entre composants et classes plutôt. Parce que vous voyez, les modules pourraient s'apparenter à des composants et les services, ça pourrait s'apparenter à des classes. Mais en tout cas, voilà ce qu'il est capable de faire. Donc encore une fois, si vous avez un gros front avec beaucoup de composants dedans, il est capable de générer là, si je fais un zoom sur réservation module, il est capable de générer uniquement le diagramme de votre module. Il se base aussi sur de la JSDoc, donc il va récupérer toute votre JSDoc et la mettre dedans. Donc là, vous voyez, là, il prend, là, c'est des choses qu'il a récupérées. Et une autre fonctionnalité assez sympa aussi, c'est d'avoir le diagramme de vos différentes routes.
Donc vous allez pouvoir voir un peu l'imbrication de vos différents endpoints, les liaisons avec les composants, etc. Donc voilà, c'est assez sympa. Si vous n'aimez pas l'interface, vous pourrez aller voir Vincent et lui dire au Devox. Non, mais sinon vous pouvez extraire, vous pouvez aussi, plutôt que d'avoir une interface, extraire en JSON, exploiter les données comme vous voulez. Après vous pouvez les transformer en ASCII-Doc ou ce que vous voulez. Et je crois même que le diagramme sont dispo en SVG, donc là aussi vous pouvez les intégrer dans votre ASCII-Doc de manière très sympa. Donc voilà pour CompoDoc. Encore une fois, je montre les fonctionnalités phares, hein, mais il y en a plein d'autres. Donc là, vous allez me dire, ok, ben moi j'ai pas d'Angular sur mon projet, ou j'ai pas de Nest.js. Est-ce qu'on a quelque chose de similaire côté Vue, React ou autre? Mais en fait non, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas d'outil clé en main qui permettent d'avoir ça. Souvent, ce qu'on va retrouver sur du Vue ou du React ou autre, c'est générer de la documentation pour vos composants. Mais on est loin de ce qui est capable de faire CompoDoc. Et c'est sûrement, on pourrait l'expliquer par le fait qu'Angular, en fait, il propose un framework assez complet, et donc du coup, plus simple à faire de l'analyse statique. Là où une appli Vue et React laisse un peu plus libre le choix des devs sur les librairies, et donc c'est peut-être ça qui pêche. Donc là, on arrive à la moitié du template, donc la vue exécution. La vue exécution va voir les comportements concrets des briques du système à travers des scénarios. Donc là, l'idée, ce n'est pas d'être exhaustif sur vraiment tout ce qui se passe dans votre application. C'est juste, on essaie, quand on va sur cette partie-là, c'est qu'on veut comprendre comment interagissent vos boîtes. On va avoir les cas d'utilisation importants, les interactions avec les interfaces externes. C'est aussi là où on peut expliquer un peu, vu qu'on est sur la vue exec, c'est l'administration de vos composants, comment on lance vos applications, le démarrage, les arrêts, etc. Les scénarios d'erreur, etc. Donc là, tous les types de diagrammes sont bons à prendre. Diagrammes d'activité, de flux, de séquence. Là, je vous ai mis un exemple de diagramme de séquence et avec un cas nominal. Donc là, c'est le cas nominal d'achat de billets. Je comprends comment mon système de billetterie il interagit avec mes deux autres systèmes externes. Et dans quel cas aussi. Donc ça, j'ai généré avec Mermaid. Et donc pourquoi Mermaid? Je vous l'ai dit tout à l'heure, PlantUML permet de faire la même chose. Mermaid, il a l'avantage d'être très bien intégré dans GitLab et GitHub. En fait, vous allez mettre ce bout de code dans votre GitHub, par exemple, et il va nativement, le Mermaid GitHub va générer le diagramme et vous l'afficher. Donc c'est hyper sympa. Là où PlantUML, ça demande un petit peu plus de config pour générer les diagrammes, d'avoir du GraphViz ou ce genre de choses. Donc ça, je ne vous l'ai pas montré, mais Structurizer, il permet aussi de générer ce type de... Alors pas des diagrammes de séquence, mais des diagrammes des flowcharts ou ce genre de choses. Donc encore une fois, Structurizer, c'est sympa. La vue déploiement, dedans, on va décrire l'infrastructure technique et les correspondances avec nos briques logicielles. Donc l'infra et nos briques logicielles. Donc on peut retrouver les emplacements géographiques de nos serveurs, les processeurs, la vue réseau, etc. Donc là, je vous montre C4, il a une vue déploiement. Donc là, c'est petit aussi, je sais, mais je vais vous montrer, parce que ça, du coup, je l'ai généré avec Structurizer. C'était ce que je ne vous avais pas montré ici. Donc là, c'était la dernière vue que je n'ai pas montrée. Mais vous voyez, j'ai tout... ça a été généré automatiquement. Donc là, encore une fois, quand on regarde ce qu'il y a dans le déploiement environnement, c'est uniquement des infos de type infra. Enfin, on retrouve les VM, est-ce qu'on utilise du Tomcat, du Red Hat, etc. Et devant chaque container instance, en fait, on va lui mettre notre brique logicielle qu'on aura décrit plus haut, et moins de redondance d'informations, et on est capable de générer ça de manière assez rapide quand même. On n'est pas obligé de redécrire tout ça. Promis, il n'y a plus de Structurizer après. Donc je reviens sur mes slides. Donc, si vous avez un Kubernetes, on m'entend bien parce que je crois que j'ai... Yes. Si vous avez un Kubernetes, il y a des outils aussi qui existent, Cat8sViz, KubeView, ou si vous déployez du Docker Compose aussi, vous avez Docker Compose Diagram, Docker Compose Viz. Donc là, c'est tout un tas d'outils qui fonctionnent, hein, mais ils ne sont pas forcément maintenus et ils ont des limitations.
Donc c'est là où je vous redis que tout ce que je vous montre, c'est open source. Et si, il y en a même qui ont des roadmaps un peu où ils sont conscients qu'il manque des fonctionnalités, où ce serait sympa de les implémenter, c'est open source, allez-y. Si vous êtes motivé ou si vous croyez un petit peu au produit, allez-y, vous pouvez les améliorer. Et donc avec ces outils-là, on va pouvoir générer des diagrammes de déploiement en quelque sorte, et donc retrouver pour du cube, retrouver nos pods, etc., les ingress, les services, etc., et du Docker Compose, les services et les différents liens entre nos services. La partie concepts transversaux, donc c'est la partie 8. Dedans, on va retrouver les principales directives transverses à l'application. C'est clairement la plus grosse partie du template. C'est là où on va retrouver le plus d'informations parce qu'on est sur des concepts transversaux. Donc dedans, on a, là je vous ai mis quelques exemples, mais par exemple, on va pouvoir détailler comment est packagée notre application, comment elle est déployée, les différents patterns d'architecture qu'on va utiliser, si on veut faire si l'application fait plutôt MVC, architecture hexagonale, etc. Les règles d'utilisation de dépendance, ok, sur notre projet on utilise tel ORM, mais par contre on n'utilise pas telle fonctionnalité parce que ça nous pose des problèmes ailleurs, etc. Observabilité, log, etc. Et on peut aussi décrire là-dedans notre modèle de données. Et donc là-dessus, je vais vous présenter un outil qui est SchemaSpy. Donc SchemaSpy, il va être capable de générer votre modèle, un diagramme qui représente votre modèle de données. Donc ça, il n'y a rien de révolutionnaire. On lui fournit une URL de connexion à une base de données. Il est compatible avec plein de bases de données. La liste est vraiment très longue. Et donc, ça ressemble à ça. Donc on lui donne l'URL et il va aller scruter un peu notre schéma et il va aller, encore une fois, récolter toutes les informations dont il a accès. Donc on les table, les vues, etc. La première chose que j'aimerais un truc sympa avec SchemaSpy, mais un truc qui est aussi bien de faire sur les projets, c'est d'utiliser les commentaires. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, les comments, donc c'est quelque chose donc c'est pas du standard SQL, mais on le retrouve dans Oracle et dans PostgreSQL, par exemple. En fait, vous allez pouvoir mettre des comments sur un peu tous les objets de votre base de données. Donc sur les colonnes, sur les tables, sur les vues, sur les contraintes. Et en fait, si vous décrivez un peu plus fonctionnellement à quoi sert votre colonne, où est-ce qu'elle est utilisée dans votre chaîne, etc., ces informations-là, vous allez pouvoir les récupérer avec ce type d'outil comme SchemaSpy. Donc ça, c'est la première chose qui est plutôt sympa. La deuxième... Donc je vous l'ai dit, ça on l'a tous vu, notre IDE il est capable de le faire, etc. Rien de révolutionnaire. Mais encore une fois, quand on a le modèle de données à 100 tables, plus personne ne va le regarder parce que c'est illisible. Et donc l'autre fonctionnalité sympa, c'est qu'il est capable de vous générer les relations spécifiques à une table. Donc quand vous avez des études d'impact, ce genre de choses, c'est beaucoup plus. Vous allez avoir normalement, si c'est bien fait, vous allez avoir des diagrammes beaucoup plus petits. Et il fait même du 2 degrés, donc les liens, du 2 degrés, pardon. Les liens des liens, j'ai perdu le terme. Donc voilà, donc ça, pareil, si vous n'aimez pas l'interface, quand vous utilisez ce logiciel, en fait, il génère tout un tas de PNG et vous pouvez les récupérer, hein, ils sont très bien normés, et les inclure dans votre doc ASCII-doc. Donc il y a d'autres fonctionnalités, hein, mais encore une fois, je vous invite à aller les voir, c'est assez sympa. Donc la partie 9, les décisions d'architecture. Dedans, on va mettre vraiment ce qui est plutôt significatif comme décision. Donc à quoi sert cette partie ? Cette partie, elle sert surtout à retracer les décisions qu'il y a eu sur votre architecture. Donc ça, voilà, on a tous du turnover dans nos équipes. Et donc c'est intéressant de savoir aussi, quand quelqu'un arrive, de se dire, OK, sur les 2 dernières années, il y a ça qui a été mis en place. Pourquoi ils ont utilisé cette base NoSQL alors qu'on a des problématiques dessus ? Donc vous allez pouvoir un peu retracer les décisions significatives. Et donc c'est assez sympa. Donc on pense naturellement aux ADR, aux architectures Decision Record. Donc j'ai mis un exemple très simple d'ADR. Donc l'ADR, c'est quoi ? C'est qu'on va donner le contexte. Pourquoi en fait qu'est-ce qui a motivé l'ADR ? C'est quoi le problème ? On va donner la décision. OK, on a ce problème, on a étudié, on va plutôt utiliser ça pour le résoudre. Et enfin, le statut. Est-ce que c'est proposé, accepté, obsolète, etc. Donc là, dans le lien, pareil, dans le lien GitHub que je vais vous donner à la fin, je vous ai mis un lien d'un repo GitHub qui recense
plein d'ADR, plein d'exemples d'ADR, donc vous pouvez faire votre marché là-dessus. La partie 10, les critères de qualité. Dedans, il nous conseille de mettre les critères de qualité et surtout les cas d'utilisation permettant de les évaluer. Pourquoi ? Encore une fois, on va avoir des critères de qualité qui vont influencer nos décisions d'architecture. Donc là, par exemple, un exemple un peu bateau, mais on peut dire, le client va dire oui, alors moi je veux que mon application soit performante, la DSI va vous dire, ou la Sécu va vous dire oui, faut qu'elle soit sécurisée, et votre PO, faut qu'il y ait de l'internationalisation. Donc ça, c'est très vague, c'est très générique, et c'est pour ça qu'ils vous disent, l'ARC42 conseille vraiment de les relier à des scénarios concrets. Et donc là, j'ai pris un exemple pour les performances, par exemple, c'est de dire, ok, vous voulez que l'application soit performante, on peut dire qu'elle est capable de gérer au moins 10 000 transactions simultanées lors de la vente de billets, tout en répondant en moins d'une seconde. Et donc, en fait, vous allez pouvoir mettre en place des tiers de perf concrets qui sont liés à ça, et pas du vent où on fait de la qualité pour faire de la qualité. Derrière, il faut ces scénarios-là. Alors ça, c'est la partie que j'ai la moins utilisée parce que je travaille pas mal sur des projets de maintenance et on n'a plus accès forcément aux clients où c'est des vieux projets qui ont quelques années déjà. Donc c'est le moment où je vous dis c'est un template. S'il y a une partie qui ne vous plaît pas ou vous ne la trouvez pas pertinente, vous ne l'utilisez pas, vous ne la documentez pas et puis ce ne sera pas très grave. Et on termine, c'est rapide sur les deux dernières parties, donc les risques identifiés ou dettes techniques. Donc les risques, donc là, nous, on pourrait dire qu'on a des dépendances sur des systèmes externes. Demain, ils tombent, c'est un risque. Donc il faut en avoir conscience des risques qu'on peut avoir sur notre système. Et on va les lister ici. Mise à l'échelle insuffisante pour gérer le trafic, c'est un autre exemple. Là, c'est des exemples de dettes techniques. Ok, il manque du test auto, on s'en est rendu compte en essayant justement de le tester. Duplication de code. On pourrait limite même un extract sonar où vous pouvez mettre le lien sur votre sonar pour un peu voir la duplication de code, votre taux de couverture, etc. Et donner des indications sur votre dette technique, quoi. Et enfin, je termine sur la partie glossaire. Donc glossaire, on va retrouver les termes techniques et métiers importants. Donc le but, c'est que toutes les parties prenantes, tous ceux qui vont lire votre doc, c'est de parler le même langage. Donc là, on peut penser au DDD, Ubiquitous Language, etc. On peut aussi retrouver la traduction de référence quand vous êtes dans un domaine multilingue. Vous pouvez avoir vos traductions de référence français-anglais ou ce genre de choses. Et donc là, j'ai mis un exemple fictif. Donc un billet, c'est plutôt une donnée métier et API de paiement qui est plutôt, on va dire, un peu plus technique. Toute petite aparté aussi sur les glossaires. Donc ça, il est possible de les générer. Et je fais référence à un livre de Cyril Martrer qui s'appelle Living Documentation, qui conseille, par exemple, de mettre des annotations, de créer des annotations dans votre code. Et quand vous avez une classe vraiment qui correspond à quelque chose à un métier, à du métier derrière, typiquement la classe billet qui se retrouvera peut-être dans notre archi, de mettre une annotation glossaire que vous aurez créée et derrière d'exploiter ces annotations-là et d'extraire d'un seul coup toute votre glossaire. Bon, là, encore une fois, ceux qui veulent polluer ou pas leur code, ça c'est à vous de discuter avec votre dev team. Donc voilà. Donc si on fait un petit récap rapide, en fait, sur les 12 parties, on en a quand même généré à peu près la moitié. Donc je triche un peu parce que le structurizer, le gros workspace bien large, on a dû l'écrire, mais derrière, on a quand même pu générer beaucoup de choses. La deuxième chose aussi que j'aimerais vous dire, c'est que finalement, je ne vous ai jamais montré de code. Je vous ai pas montré. Donc vous allez voir aussi sur le repo GitHub, il y a une API, il y a un front, etc. Mais je ne vous ai jamais montré le DDL de ma base de données, je ne vous ai pas montré le front, je ne vous ai pas montré le back-end, ni le contrôle d'interface. Mais pour autant, avec les outils que je vous ai montrés, on a pu comprendre un petit peu plus comment était architecturée notre application. Et donc voilà. Donc, en peu d'efforts ou pas beaucoup d'efforts, vous allez quand même pouvoir avoir une documentation et la mettre en place de manière relativement rapide. En moins d'une semaine, vous pouvez déjà avoir un squelette. Et encore une fois, c'est quelque chose sur lesquels on va y revenir. Les ADR, c'est une partie sur laquelle on va y revenir. Le glossaire, on peut le faire aussi à l'opportunisme, où il doit bien traîner dans un Word quelque part sur un SharePoint. Donc là aussi, à vous de voir, on peut faire ça vraiment de manière incrémentale. La partie publication, on est sur de la skidoc.
Et on a des sites statiques, donc vous pouvez mettre des liens vers les sites statiques. Je vous ai dit aussi que vous pouvez récupérer les informations des outils générés pour l'inclure dans votre ASCII-doc. À partir d'ASCII-doc, je vous l'ai dit, ça permet de générer tout un tas. Vous pouvez faire du PDF et l'envoyer à votre client. On utilise aussi beaucoup, perso sur les projets, on a beaucoup de Confluence. Il y a des outils qui permettent de prendre de l'ASCII-doc et de le push sur du Confluence. Et ça marche super bien. Et donc là, vous allez me dire, OK, c'est de la documentation très technique et on n'a pas de doc utilisateur, quoi, en fait. Donc là aussi, doc utilisateur, j'entends par là, si vous développez un framework, si vous développez une librairie ou ce genre de choses, vous avez envie que les gens comprennent bien comment utiliser votre outil. Et là-dessus, j'aimerais vous parler d'un autre framework, comme ARC42 un peu, qui est Diataxis. Diataxis, donc j'ai récupéré la diapo de leur site, qui est très visuel. Ils recommandent en fait de couper votre documentation en 4 parties. On va avoir la partie tutoriel qui est là pour des buts d'apprentissage. Donc sur cette partie-là, typiquement, on va retrouver le Hello World. C'est là-dessus qu'on va le mettre. Les how-to, ils ont vraiment un but. C'est que derrière, on va avoir une liste d'étapes et qui ont un but bien précis. Donc ça, souvent, ça peut être pour répondre à des problématiques liées à votre outil. Et enfin, on a 2 autres parties. La partie concept, qui est là pour comprendre comment fonctionne votre outil, et la partie documentation de référence. Et donc là, vous voyez qu'on marche un petit peu sur du ARC42, et on pourrait, pourquoi pas, un peu compléter ARC42 et Diataxis sur un peu les 2 niveaux du bas. Donc voilà. Il n'y a pas énormément d'autres templates. Vous pourrez voir Diataxis, ils en citent un autre sur leur site, mais ces 2-là sont vraiment sympas. C'est typiquement Quarkus, ils ont la doc de Quarkus, elle a été refacto, je crois, en passant de la 2 à la 3 ou quelque chose comme ça. Ils sont passés sur du Diataxis. Et maintenant que je vous l'ai dit, peut-être que vous allez voir sur les sites qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça, et vous allez retrouver les tutos, les how-to, les concepts de référence enfin les concepts et les références. Et donc, c'est le moment de conclure. Donc, je terminerai sur les autres bénéfices que j'ai pu trouver en utilisant un template. On va retrouver une homogénéité sur vos projets de documentation. Si vous décidez de le mettre en place sur plein de projets, petit à petit, vous allez avoir une homogénéité. Les personnes qui travaillent avec vous vont être habituées à retrouver les mêmes infos au même endroit. Et donc ça, c'est quand même un gros plus. Le template sert aussi de guide. Là, on a vraiment fait qu'effleurer. Vous avez vu, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. On n'a pas non plus énormément de temps. Mais on a fait qu'effleurer le template et vous allez voir qu'en fait, dedans, il y a beaucoup de choses. Et du coup, ça nous questionne aussi sur qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et finalement, on arrive à étoffer notre documentation avec vraiment des informations intéressantes dedans. Et enfin, c'est tout simplement moins de charge mentale. On a une structure. Il suffit de la remplir. Et pareil, si vous avez un peu le syndrome de la page blanche, il suffit de suivre le template. Donc j'espère que vous allez avoir envie d'essayer ces outils-là et ces templates, et vous pourrez dire à votre collègue que la doc va bien et t'en fais pas. Donc, il reste une 30 pour des minutes, donc une 30 pour les questions. Je vous ai remis le GitHub à gauche et à droite, c'est le feedback Devox. Donc je serais content si vous me mettez des retours, bons ou mauvais, comme il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Et voilà, 1 minute 20 de questions, si vous en avez. Oui. Alors je peux les répéter, ouais. Ouais, donc la question c'est avec Structurizer, est-ce qu'on peut avoir, en gros lui dire, ok, à partir de cette boîte-là, dis-moi tout ce qui interagit avec cette boîte. Donc oui, c'était la partie include. Dans l'include, en fait, on va pouvoir lui dire, ok, cette boîte, je veux les flux entrants, donc c'était la flèche qui arrivait sur ma boîte et la flèche sortante. Et si on lui dit, on lui met ces deux, flèche entrante, flèche sortante, il va être capable de vous générer le graphe. Non, il garde toujours les niveaux d'abstraction qu'on s'était mis, donc la vue système, conteneur ou composant, ou code.
si vous allez jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Alors dans quel sens? Ouais. Oui. Oui. Ouais, alors je sais pas, je sais pas reformuler la question, mais en tout cas, je vais dire ce qui est possible de faire. C'est que grosso modo, dans Structurizer, encore une fois, il évite la redondance d'informations. Et plus vous allez être précis dans vos boîtes, donc typiquement, si vous allez mettre un lien sur un composant qui est très bas dans le niveau d'abstraction, en fait, il va quand même apparaître. Si vous faites un lien entre un niveau système, un système externe et un composant, parce que finalement c'est votre service qui est caché dans votre archi qui appelle ce service externe, en fait il va quand même apparaître sur tous les niveaux d'abstraction. Ouais. Oui. Ok, la question c'est est-ce que c'est difficile à d'imposer ou en tout cas de dire à votre dev team ok on va réapprendre un DSL et va falloir s'y mettre, etc. Honnêtement non. Les gens quand on présente, alors même on a des collègues qui connaissent pas forcément du diagramme ASCODE, etc. ou ceux qui arrivent, donc on y va petit à petit, on montre ce qu'il est capable de faire et souvent les gens ils sont quand même assez contents. Enfin, ils disent ah ouais, non, on peut générer des diagrammes et donc non même on a plutôt un enthousiasme, en tout cas ce que j'ai pu voir, un enthousiasme à utiliser ces outils et de voir ce qui est capable de faire et ce qu'on est capable de générer avec quoi. Ouais, il y en a une là-bas. Ah, c'est fini? Ok, bah vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci.